Durant ce cours dédié à la vrille, nous allons parler tout d'abord de la définition d'une vrille. Nous verrons ensuite les situations qui pourraient provoquer une vrille involontaire, comment en sortir, et nous finirons par un petit chapitre dédié à la voltige aérienne qui est une situation où la mise en vrille est volontaire. Tout d'abord, la vrille, c'est la conséquence d'un décrochage dissymétrique qui va amener l'avion sur une trajectoire hélicoïdale en descente, comme vous pouvez le voir à l'écran. Parfois, vous pouvez entendre le mot autorotation pour définir une vrille ou même feuille morte pour le grand public. C'est très important cette notion de décrochage dissymétrique car c'est ce décrochage dissymétrique qui provoque la chute d'une aile et la mise en virage. En gros, l'aile qui est intérieure au virage sera plus en décrochage que l'aile qui est à l'extérieur. C'est pour ça que l'aile est à l'intérieur et qu'elle tombe, qu'elle chute. Je vous propose de revoir le graphique que nous avions vu durant le cours sur le décrochage. Si on positionne l'aile extérieure et l'aile intérieure, on voit bien qu'elles ne sont pas au même endroit car l'aile à l'intérieur du virage est plus dans le décrochage que l'aile à l'extérieur du virage. C'est ça qui provoque un mouvement hélicoïdal en descente, la fameuse trajectoire de la vrille. Je vous propose de finir cette petite notion de mécanique du vol en étudiant un peu l'aile extérieure qui parcourt plus de distance, donc la vitesse sur cette aile est plus élevée, la portance est donc plus importante, ce qui va créer un roulis dans le sens de la vrille. Sur l'aile intérieure, cette fois-ci, c'est l'incidence qui est plus élevée, à cause de l'effet de roulis, la traînée est donc plus importante et il y a donc la création de lacets dans le sens de la vrille. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que durant la vrille, la différence de portance et de traînée entre les deux ailes va entretenir la vrille. Regardons ensemble les 4 étapes d'une vrille. Tout d'abord, il y a la réduction de vitesse en palier pour aller vers le décrochage. Ensuite, il y a le départ en vrille, volontaire ou involontaire. Dans le cas d'une vrille volontaire, il va y avoir une période de stabilisation d'entretien de la vrille et puis bien évidemment, en dernier point, il y aura la procédure pour sortir de la vrille. Vous devez savoir qu'on ne sort pas immédiatement d'une vrille et il y a une perte de hauteur qui est associée à cette sortie. Ça varie, ça peut être très significatif, ça va être en fonction de l'avion utilisé, du type de la vrille et du nombre de tours par exemple que vous aurez fait avant d'appliquer la procédure de sortie. Finissons par quelques exemples de vrilles, en commençant par la vrille la plus courante, c'est celle qu'on appelle la vrille ventre ou la vrille normale. Globalement, durant cette vrille, la rotation est relativement régulière et continue. Il y a celle qu'on appelle également la vrille à plat, c'est une vrille avec une assiette plus faible, globalement l'avion est à plat, c'est de là que vient le nom, et elle est caractérisée vraiment par une vitesse de rotation en lacet qui est très importante, l'avion tourne très vite et elle impose un temps de sortie important également. Il y a aussi la vrille qu'on appelle la vrille dos. C'est une vrille sur le dos avec une incidence négative et un facteur de charge également qui est négatif. Ensuite, il peut y avoir des variantes. Par exemple, il y a la vrille qu'on appelle la vrille piquée, qui est une vrille ventre à la base, mais on va rajouter du manche avant pour accélérer le piqué, accélérer la vrille. Maintenant que nous avons défini la vrille, je vous propose de voir ensemble les situations qui pourraient provoquer une vrille involontaire. Tout d'abord, commençons par revoir les critères d'un départ en vrille. C'est 2 facteurs principaux. Le premier facteur, c'est de voler à une incidence proche du décrochage, c'est-à-dire une vitesse faible ou une vitesse un peu plus élevée mais sous facteur de charge. Vous pouvez avoir ces rappels dans la vidéo sur le décrochage. Et le deuxième facteur, c'est de voler en dissymétrique, sur l'axe du lacet bien évidemment. Cette combinaison, elle peut se retrouver dans plusieurs situations. La situation la plus courante, c'est en dernier virage en circuit d'aérodrome. En effet, durant ce dernier virage, vous êtes à une vitesse faible et si par exemple vous essayez de reprendre l'axe au palonnier, vous allez créer une dissymétrie. Ou alors, une autre situation, si vous avez overshooté l'axe et que vous souhaitez revenir avec un virage prononcé, vous allez créer un facteur de charge qui va donc vous rapprocher de l'incidence de décrochage et si vous ne contrôlez pas la symétrie, vous pourriez partir en vrille de manière involontaire. Une autre situation, c'est un demi-tour durant lequel vous souhaitez éviter un obstacle. En région montagneuse, par exemple, dans une vallée où vous êtes obligé de faire un virage serré, si vous avez une vitesse trop faible et que vous contrôlez mal la symétrie, ou ça peut aussi être le cas durant un virage, dans le cas d'une panne après décollage. Lorsque vous perdez le visuel, que vous avez des références visuelles dégradées ou alors complètement en IMC, vous pourriez perdre le contrôle de l'avion qui pourrait partir en vrille involontaire et aussi dans les cas d'un avion qui est en centrage arrière
hors limite du domaine de vol, eh bien vous augmentez le risque de partir en vrille de manière involontaire. Parlons maintenant de la procédure de sortie qui est très importante car c'est elle qui va vous permettre de sortir d'une vrille. Je vous propose une procédure générique qui va nous permettre de voir l'influence des différentes actions sur les commandes de vol, mais sachez que c'est bien le manuel de vol qui est la procédure officielle de sortie de vrille pour un avion. Donc consultez le manuel de vol de votre avion pour savoir exactement les actions à effectuer. C'est difficile de généraliser car chaque avion a des caractéristiques propres et même sur un avion particulier, chaque vrille pourrait être différente. Cependant, on retrouve l'action sur les palonniers comme une constante pour la sortie de vrille. Dans cette procédure de sortie générique qui s'applique à la plupart des avions, la première action consiste à réduire la puissance, donc sur la manette des gaz, pour ne pas accélérer la vrille. La deuxième action, et c'est l'action la plus importante, c'est une action sur la direction, donc avec les palonniers, qui est opposée au sens de la rotation. Sur la plupart des avions légers, l'arrêt de la vrille le plus rapide est obtenu avec le palonnier opposé au sens de la rotation. En regardant dehors, vous allez voir dans quel sens est la vrille, est-ce que c'est un virage par la gauche ou par la droite, et vous allez appliquer une action sur la direction opposée à ce sens de la rotation. Si jamais vous êtes désorienté, vous pourriez être amené à aller regarder vos instruments. Sachez que sur l'instrument bille-aiguille, eh bien, la bille n'est pas fiable dans une vrille car cette indication va varier en fonction de la position de l'instrument sur le cockpit à gauche ou à droite. Par contre, l'information de virage de l'aiguille est fiable si jamais vous cherchez à savoir le sens de la rotation. Le troisième point de la procédure concerne en général l'action sur la profondeur qu'il faut mettre souvent sur nos avions légers au neutre ou secteur avant, mais parfois sur certains avions secteur arrière. Ces différentes consignes dépendent de la conception de l'avion et du masquage aérodynamique qui est provoqué par la gouverne de profondeur. Prenons l'exemple de l'arrière d'un avion qui est en vrille, donc en descente, et regardez le masquage aérodynamique que provoque la gouverne de profondeur sur la gouverne de direction. Et c'est bien cette gouverne de direction qui va nous permettre de sortir de la vrille, donc il est important qu'elle ne soit pas masquée. En général, sur les avions légers d'utilisation normale, catégorie normale ou catégorie utilitaire, on retrouve une utilisation instinctive de la profondeur qui est de la mettre secteur avant ou au neutre, comme pour sortir d'un décrochage, mais sur certains avions, par la conception de la gouverne de profondeur, comme vous voyez à l'écran, il y a une action à piquer sur la gouverne de profondeur et cela augmente le masquage de la gouverne de direction. Donc ce peut être une consigne à l'inverse qui serait de mettre la profondeur en arrière, une action accabrée, pour diminuer le masquage aérodynamique sur la gouverne de direction. Il est donc très important de consulter le manuel de vol de votre avion pour savoir la consigne précise sur l'action sur la gouverne de profondeur. Le quatrième point concerne en général l'action sur les ailerons qu'il faut laisser au neutre, mais pas toujours. Nous verrons tout à l'heure pour l'exemple du cap 10C qu'il faut faire une action sur les ailerons dans le sens de rotation de la vrille. Ce qui est très important, c'est de ne pas faire d'action à l'opposé du sens de rotation. Ça pourrait être une action réflexe. Vous voyez par exemple votre vrille qui part en virage droite en descente. Vous pourriez être tenté de mettre une action sur les ailerons à gauche pour stopper l'inclinaison vers la droite. Eh bien, l'effet qu'aura cette action à l'opposé, ce sera d'aplatir la vrille et de provoquer une vrille à plat avec les critères que nous venons de voir dans le chapitre définition, c'est-à-dire une vrille qui va plus vite et qui est plus longue à sortir. Enfin, c'est très important, une fois que vous avez appliqué les actions qui sont demandées par le manuel de vol pour la procédure de sortie, il faut maintenir la position des commandes de vol jusqu'à la sortie complète de la vrille. En fonction de l'avion et du type de vrille, une sortie complète peut parfois durer jusqu'à plusieurs tours de vrille et être assez longue. Et il faut bien maintenir les commandes pour sortir le plus rapidement possible. Une fois que vous êtes sorti de la vrille, n'oubliez pas de repositionner les commandes au neutre tout en faisant la ressource souple. Le risque, ce serait de provoquer un nouveau départ en vrille si par exemple vous laissez l'action sur la direction à fond à l'opposé du sens de rotation de la vrille. Vous pourriez repartir en vrille et cette fois-ci de l'autre côté. Donc pensez bien à repositionner les commandes au neutre et principalement l'action que vous avez faite sur les palonniers. Je vous propose maintenant différents exemples de manuels de vol, section procédure d'urgence pour les sorties de vrille involontaires, en commençant par l'exemple du manuel de vol du DR400-120. En cas de vrille, la procédure, c'est tout d'abord la manette des gaz sur réduit, il faut la tirer.
la direction à fond contre le sens de rotation, la profondeur sur cet avion est à positionner au neutre par rapport à la conception aérodynamique de la commande de profondeur et au masquage aérodynamique, les ailerons au neutre et dès l'arrêt de la rotation, la direction au neutre et ressources en respectant les limites du domaine de vol. Il y a une petite note qui nous dit que si les volets sont sortis au moment de la mise en vrille, il faut les rentrer au plus vite. Regardons maintenant la procédure pour le HR200-120, toujours procédure d'urgence pour la vrille involontaire. La manette des gaz, c'est réduit, tiré. La direction, c'est à fond contre le sens de rotation. Et la profondeur, cette fois-ci, c'est à mi-distance dans le secteur cabré. Les ailerons, eux, sont une fois encore au neutre. Dès l'arrêt de la rotation, direction au neutre et ressources en respectant les limites du domaine de vol. Et la petite note qui est identique concernant les volets s'ils sont sortis au moment de la mise en vrille. Maintenant l'exemple du TB10. En cas de vrille involontaire, les actions rapides et simultanées sont de gaz réduit, direction maintenir le palonnier à fond dans le sens opposé de la rotation, la profondeur cette fois-ci à fond vers l'avant, les ailerons au neutre, la vrille avec volet même procédure sauf rentrer les volets dès que possible, et lorsque la vrille s'arrête, recentrer les gouvernes, remettre les ailes horizontales et effectuer une ressource modérée. Finissons avec l'exemple d'un manuel de vol d'un avion certifié Voltige, le CAP 10C, et cette fois-ci c'est dans la section procédure normale que nous trouvons la procédure de sortie d'une vrille positive. La première action c'est sur la direction à fond contre, c'est-à-dire opposée au sens de rotation, et la deuxième action sur la profondeur c'est de la positionner dans le secteur accabré. Ensuite le gauchissement pour, cela veut dire qu'il faut mettre du gauchissement dans le sens de la vrille. Ce qu'il faut retenir. Le manuel de vol de l'avion est la seule référence officielle pour la procédure de sortie. Nous venons de voir 4 manuels de vol différents et il y avait 4 consignes différentes concernant la position de la commande de profondeur. Ensuite, n'oubliez pas que sur la plupart des avions légers, l'arrêt de la vrille sera obtenu avec le palonnier opposé au sens de rotation de la vrille. C'est en général une constante dans les consignes de procédure. Évitez toute action réflexe sur les ailerons qui pourrait aggraver la vrille durant la procédure de sortie. Une action réflexe parasite sur les ailerons, ce serait de mettre des ailerons à l'opposé de la rotation, mais cela aura pour effet d'aplatir la vrille. Enfin, lorsque vous serez sorti de la vrille, pensez à repositionner les commandes au neutre pour ne pas provoquer une nouvelle vrille. Ce qu'il faut savoir également, c'est que le manuel de vol d'un avion décrit la procédure de sortie de vrille la plus rapide, c'est-à-dire la procédure qui est proposée par les pilotes d'essai durant la phase de certification de l'avion. Sur la plupart de nos avions, si jamais vous partez en vrille et que vous réduisez la puissance et que vous lâchez toutes les commandes, eh bien logiquement l'avion devrait sortir tout seul de la vrille, mais bien évidemment en perdant plus de hauteur qu'avec les actions qui sont prescrites dans le manuel de vol. Je vous propose de finir cette présentation par un petit chapitre sur la voltige aérienne. Tout d'abord, seuls les avions qui sont exploités en catégorie A pour acrobatique permettent des évolutions complètes de type voltige aérienne. Dans ces évolutions voltige aériennes, il y a bien évidemment la vrille. Prenons l'exemple du CAP 10C, qui est un avion de voltige dans la section limitation. Nous voyons qu'en catégorie A, la voltige est autorisée, donc les vrilles, mais par contre les vrilles motorisées sont interdites. Il y a également des informations sur les facteurs de charge limites en exploitation catégorie A acrobatique. Si nous allons voir un peu plus loin dans ce manuel de vol à la section procédure normale, nous voyons que le constructeur nous donne également une notion de perte d'altitude, environ 400 pieds par tour, soit 120 mètres, et une notion de temps, environ 2 secondes par tour. Bien évidemment, ces valeurs sont amenées à varier en fonction du type de vrille et en fonction du premier ou du 5e tour, par exemple, d'une vrille qui serait installée. Sachez que certains types d'avions, même si ce n'est pas des avions de voltige proprement dit, lorsqu'ils sont exploités en catégorie U pour utilitaire, autorisent parfois des manœuvres particulières qui pourraient inclure la mise en vrille volontaire pour des objectifs d'instruction. C'est par exemple le cas du Cessna 172R, dont vous avez le manuel de vol à l'écran dans la partie section limite d'emploi. Il est bien écrit que cet avion n'est pas conçu pour le vol purement acrobatique, mais que pourtant,
Les manœuvres sont autorisées sur cet avion lorsqu'il est utilisé en catégorie utilitaire et nous voyons donc ces manœuvres, la chandelle, le 8 paresseux, les virages serrés, les vrilles lorsqu'elles sont effectuées avec une décélération lente et même les décrochages, sauf les décrochages déclenchés lorsqu'ils sont effectués encore une fois avec la décélération lente. Je vous propose de voir ensemble les 4 points qui constituent la mise en vrille volontaire pour entraînement. Tout d'abord, il y a les actions de sécurité, ensuite il y a la mise en vrille, l'entretien de la vrille et enfin la procédure de sortie de vrille que nous venons de détailler précédemment. Concernant les actions de sécurité, c'est comme pour le décrochage, on peut les décomposer en 2 parties, sécurité intérieure puis sécurité extérieure. Concernant la sécurité intérieure, cela consiste à sécuriser le moteur pour les actions de variation de puissance, c'est-à-dire mettre la pompe à essence sur on si l'avion est équipé, et tirer la réchauffe carburateur. Cela consiste également à vérifier que l'intérieur de la cabine est bien rangé, pour s'assurer que les objets sont arrimés, les ceintures correctement attachées, et surtout le débattement des commandes de vol sera complet. Il n'est pas bloqué par quelque objet que ce soit. Concernant la sécurité extérieure, il faut s'assurer d'une hauteur minimale avant de débuter l'exercice. 3000 pieds semble une hauteur minimum pour un exercice basique de mise en vrille, c'est-à-dire une vrille qui durerait un tour et application immédiate de la procédure de sortie avec un équipage qui connaît bien l'avion. Dès qu'on s'attaque à un exercice un peu plus complexe, par exemple une vrille à plat ou un exercice plus long avec plus de tours de vrille ou un avion qui est moins connu, cette hauteur de sécurité va augmenter en fonction de l'exercice qui est réalisé. Ensuite, il faut s'assurer qu'il n'y a pas d'obstacles sous l'avion. C'est par exemple des nuages, d'autres avions, une ville importante ou même un rassemblement de personnes. Une fois les actions de sécurité effectuées, vous allez procéder à la mise en vrille volontaire. Tout d'abord, la manette des gaz, vous réduisez la puissance, vous conservez le palier en faisant varier progressivement la variation d'assiette à cabrer pour faire réduire la vitesse. Attention à bien conserver la symétrie du vol, notamment dû aux effets du moteur lorsque vous réduisez la puissance. Juste avant le décrochage, vous appliquez une action plein cabré sur la profondeur pour provoquer un décrochage franc et éviter que l'avion s'enfonce uniquement. Ensuite, au moment où l'avion décroche, sur la direction, vous appliquez une action à fond dans le sens de la rotation souhaitée de la vrille. L'action doit être franche pour provoquer un décrochage dissymétrique qui permettra un départ en vrille. Une fois que vous avez mis l'avion en vrille, vous allez entretenir cette vrille. Nous venons de le voir, en général sur un avion, si vous lâchez toutes les commandes de vol, l'avion va finir par sortir tout seul de la vrille. Donc il faut entretenir cette vrille, c'est-à-dire entretenir la dissymétrie qui provoque la vrille, donc sur la direction, maintenir l'action dans le sens de la rotation pour rester en vrille. Ensuite, sur les autres commandes de vol, comme les ailerons, la profondeur ou la manette des gaz, eh bien vous allez agir en fonction de la vrille que vous souhaitez. Sur une vrille en école de début, vous laisseriez les ailerons au neutre, la profondeur plein cabré et la manette de gaz plein réduit. Mais si vous souhaitez par exemple aplatir la vrille pour faire une vrille à plat, eh bien vous allez faire une action sur les ailerons, sur le manche contre la vrille. Vous pourriez également agir sur la manette des gaz pour aider la vrille à s'aplatir et l'accélérer en augmentant la puissance. Dans l'entretien de la vrille, il est également important de compter le nombre de tours pour s'arrêter au moment où vous souhaitez vous arrêter. Sachez que dans la phase de certification, pour certifier un avion autorisé aux vrilles volontaires, il est démontré qu'au bout de 6 tours de vrille, lorsqu'on applique les actions qui sont données dans le manuel de vol pour sortir de la vrille, l'avion doit sortir en maximum 1,5 tours. C'est pour cela qu'en général, en école, en entraînement, on se limite à 6 tours de vrille. Et enfin, lorsque vous souhaitez sortir de la vrille, il faudra appliquer la procédure de sortie qui est décrite dans le manuel de vol. Et concernant les avions qui sont certifiés pour faire des vrilles volontaires, la procédure se trouve dans la section procédure normale. Pour finir ce cours, je vous propose une vidéo de sortie de vrille qui est issue de l'application Aero Safety First que vous pouvez retrouver sur vos tablettes ou téléphones. Elle a été créée par Patrick Paris, c'est un ancien voltigeur, champion du monde de voltige, entraîneur d'équipe de voltige comme l'équipe de France de voltige. Et dans cette application, eh bien, il y a de nombreuses vidéos sur les positions inusuelles, sur les pannes moteurs, sur les basiques de la navigation et également sur le décrochage ou sur les vrilles. La vidéo que j'ai sélectionnée s'intitule Normal Spin Recovery, qu'on pourrait traduire par une sortie de vrille normale, de vrille
ordinaire ou simple. Hi. Hi. Let's start with the demonstration of the maneuver in real time. This is a demonstration of a spin recovery with minimum altitude loss. First, I check my altitude and clear airspace below. For spin recovery, still at idle power, I apply opposite rudder and bring the elevator to neutral without aileron input, and then I centralize the rudder. Then I start a smooth pull while putting full power. On some aircraft, you may need aileron into the spin to recover. Make sure you check your POH. Si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger une fiche de synthèse VRI qui reprend les notions importantes de ce cours que nous venons de voir ensemble.